Bonjour et bienvenue à la 8e séance du cours sur l'histoire de l'Angleterre sous le règne d'Édouard VI. Nous allons parler aujourd'hui dans la séance 8 la succession et la crise de 1553. C'est une succession contestée dans un royaume divisé, car le règne d'Édouard VI avait marqué la consolidation du protestantisme et des réformes économiques, qui va s'achever brutalement en 1553 avec la mort prématurée du jeune roi. Or, son décès ouvre une crise de succession sans précédent où plusieurs prétendantes s'affrontent, et ce n'étaient que des femmes. Bon, contrairement à la coutume, Édouard VI tente d'écarter sa demi-sœur Marie Tudor, catholique et héritière légitime selon le testament d'Henri VIII. Pour ce faire, on lui fait comprendre qu'il n'a pas d'autre choix que d'exclure également son autre demi-sœur, Élisabeth, car sa mère avait été décapitée pour haute trahison envers le roi, et Marie, son père avait divorcé avec sa mère, donc ils se servent de cela pour les déclarer illégitimes. Et ils désignent Lady Jane Grey, une cousine issue de la branche de Suffolk, pour assurer la continuité du protestantisme. On avait au préalable convaincu Frances Brandon, nièce d'Henri VIII, de renoncer à ses droits dynastiques en faveur de sa fille aînée, Lady Jane Grey. Donc, ce choix déclenche sur on voulait y assurer plus de légitimité, étant donné que France n'est pas sur le testament d'Henri VIII, contrairement à Lady Jane. Ce choix déclenche une lutte de pouvoir immédiate, opposant les soutiens de Jane aux partisans de Mary. En l'espace de quelques semaines, l'Angleterre bascule dans un changement de régime spectaculaire, mettant en évidence les tensions religieuses, politiques et dynastiques qui déchirent le pays. La santé déclinante d'un roi adolescent. Édouard VI, né en 1537, est un enfant fragile. Bien que son éducation humaniste et protestante ait fait de lui un roi actif intellectuellement, sa santé est précaire. Dès 1552, il présente des signes inquiétants de maladie pulmonaire, probablement la tuberculose. Au début de 1553, la situation s'aggrave. Le roi tousse du sang, s'affaiblit et perd du poids. Les médecins sont impuissants et évitent d'annoncer publiquement la gravité de la situation. Somerset a disparu du pouvoir, et c'est John Dudley, duc de Northumberland, qui domine la régence. Dès le printemps, il devient évident qu'Édouard ne verra pas l'âge adulte. Or, son décès représente un problème crucial. Il n'a pas d'héritier direct. Selon l'acte de succession de 1544, c'est le troisième acte. C'est sa demi-sœur Marie qui doit monter sur le trône. Marie étant catholique, cela menace les réformes protestantes mises en place sous Édouard. C'est dans ce contexte d'urgence que Northumberland conçoit un plan de succession alternatif. Le plan de succession, c'est Lady Jane Grey, et c'est considéré comme une usurpation manquée. Bon. Et tout d'abord, nous allons voir pourquoi écarter Marie Tudor, qu'on voit ici. Marie est la fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, et est une fervente catholique. Si elle devient reine, elle restaurera le catholicisme, annulant les réformes protestantes d'Édouard VI. Elle pourrait s'allier à l'Espagne par sa mère et ses liens avec Charles Quint, qui est son cousin de Marie. Les élites protestantes, notamment Northumberland, risquent de perdre leurs privilèges et leur pouvoir. Le conseil du roi cherche alors une solution pour éviter cette succession. L'obstacle est toutefois que Henri VIII avait prévu avec l'acte de trahison de 1547 qui avait été adopté avant sa mort, qui stipule que toute personne faisant interrompre l'ordre de succession tel qu'il a été établi dans le troisième acte de succession de 1544 se rendait coupable de haute trahison, risquait d'avoir la tête décapitée.
Bon, le plan de... Lady Jane Grey était un choix stratégique. Le choix va se porter sur elle, car c'est une jeune noble de 15 ans, issue de la famille de Suffolk. Elle a le même, elle a le même âge qu'Édouard au moment de sa mort. Au moment de la mort du roi. Bon, elle est l'arrière-petite-fille d'Henri VII, par sa mère, France Brandon. Elle est protestante, convaincue, parfaitement éduquée et proche des idées réformées. Elle est mariée à Guilford Dudley, fils de Northumberland, ce qui renforce le contrôle du régent sur le trône. Bien que 15 ans, à cette époque, on considérait que le monarque était majeur. Vu qu'on l'a vu précédemment en séance 2, il y avait un débat entre savoir si c'était 14 ans ou 15 ans, mais tout le monde, à 15 ans, s'entendait là-dessus. Toutefois, il pouvait avoir de l'influence malgré tout. Édouard VI, influencé par Northumberland, rédige un document appelé Devise for the Succession, où il modifie la ligne de succession en faveur de Lady Jane Grey. En juillet 1553, à la mort du roi, Jane est proclamée reine par le conseil privé, mais cette tentative d'usurpation est un échec immédiat. Et là, on va voir pourquoi. Le retour de Marie Ier et le rétablissement du catholicisme. Une résistance populaire aristocratique. Dès l'annonce de la proclamation de Lady Jane Grey, Marie Tudor refuse d'abandonner ses droits. Elle se réfugie dans l'est de l'Angleterre, où elle rassemble un soutien massif parmi la noblesse catholique et la population. Parce que c'est vrai, les protestants étaient, bien que auraient préféré avoir un roi protestant, mais ils sont attachés à la tradition de la légitimité au trône. Les grandes familles nobles de l'Est et du Nord soutiennent Marie, qui représente la légitimité dynastique. Le peuple rejette Jane Grey, perçue comme une usurpatrice imposée par Northumberland. L'armée de Marie grossit rapidement, atteignant plusieurs milliers d'hommes en quelques jours. Face à cette opposition croissante, le conseil privé change de camp et reconnaît Mary comme souveraine légitime. On assiste alors à la chute de Jane Grey et l'exécution de Northumberland. Le 19 juillet 1553, Mary entre triomphalement à Londres. Lady Jane Grey est arrêtée et emprisonnée à la Tour de Londres. On voit ici Northumberland et Lady Jane Grey. Northumberland est le principal instigateur du complot et capturé et exécuté quelques semaines plus tard. Jane Grey, bien que prisonnière, est initialement épargnée. Mais après une tentative de soulèvement protestant en 1554, Mary ordonne son exécution en février 1554. Jane devient alors une martyre du protestantisme, tandis que Mary impose son règne. Bon, le rétablissement du catholique. Marie Ier s'engage immédiatement dans une politique de retour au catholicisme. Réintégration de l'Église anglaise dans l'obédience romaine. Annulation des réformes protestantes et restauration des rites catholiques. Et on assiste alors à des persécutions des protestants qui cumulent avec les exécutions de 1555 et 1558, valant à Marie le surnom de Bloody Mary, comme on peut voir ici. Ces décisions marquent une rupture brutale avec la période d'Édouard VI et déclenchent une opposition persistante, notamment chez les élites protestantes. Bon, la réaction d'Elisabeth Tudor à la crise de 1553. Elisabeth Tudor adopte une attitude prudente et ambiguë face à la crise de succession de 1553. Contrairement à Mary, qui prend immédiatement les armes pour défendre ses droits, Elisabeth reste en retrait et ne soutient ni Lady Jane Grey, ni Mary Tudor ouvertement. Une position délicate entre deux camps. Elisabeth est protestante et aurait tout intérêt à soutenir Lady Jane Grey, qui représente la continuité du protestantisme en Angleterre. Toutefois, elle est aussi légitimement héritière après Mary selon l'acte de succession de 1544 et prend parti contre sa sœur pourrait nuire à son propre avenir. Elle sait que Northumberland est impopulaire et que Jane Grey a peu de chances de réussir, mais n'empêche. La réaction
une réaction prudente face aux événements. Au début de la crise, Élisabeth ne fait aucune déclaration publique et observe l'évolution de la situation. Elle reçoit des messages de Northumberland l'incitant à reconnaître Jane Grey, mais elle refuse de se rallier immédiatement. Lorsqu'il devient clair que Mary rassemble un fort soutien populaire, Élisabeth reste à l'écart des affrontements, évitant ainsi d'être perçue comme une conspiratrice. Son ralliement tardif à Mary, une fois que Mary triomphe et est reconnue reine le 19 juillet 1553, Élisabeth se rend à Londres pour la féliciter. Elle participe à l'entrée triomphale de Marie dans la capitale, manifestant ainsi sa loyauté publique envers sa sœur. Cette stratégie lui permet d'éviter toute représaille immédiate et de préserver sa place dans la succession du trône. Bon, ici, sur cette image, on voit l'entrée triomphale de Mary et ses sujets qui jurent fidélité. Et on voit juste à côté Élisabeth, la compagnie. Pour faire une histoire courte. Bon, ce choix est un choix stratégique pour l'avenir. En ne prenant pas parti dans la crise, Élisabeth protège son avenir politique. Si elle avait soutenu Jane Grey, elle aurait pu être arrêtée et exécutée comme ses partisans. Sa neutralité lui permet de survivre sous le règne de Marie Ier, bien que cette dernière finisse par se méfier d'elle. En résumé, Élisabeth fait preuve de prudence et d'intelligence politique, évitant tout engagement direct qui aurait pu compromettre son avenir. Cette approche lui permet d'échapper aux purges qui suivront la répression des protestants sous Marie Ier et de préserver ses chances d'accéder au trône, ce qui arrivera finalement en 1558. Conclusion. Une crise révélatrice des tensions du royaume. La crise de 1553 met en évidence plusieurs dynamiques fondamentales. L'instabilité dynastique, tentative d'altérer la succession, montre que la monarchie Tudor reste fragile. Et aussi, étant donné que, comme on l'a vu tantôt, c'était le troisième acte de succession de 1544 qui tentait de passer outre. Mais c'est surtout aussi que le premier acte faisait en sorte qu'il rendait Mary illégitime, battable. Le deuxième acte rendait Élisabeth battable. Et le troisième acte les remettait dans l'ordre de succession. Mais il n'était pas question est-ce qu'ils sont légitimes ou non. C'était pas marqué clairement. Et c'est là-dessus qu'un Northumberland voulait jouer de ces relations, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Et surtout qu'avec l'acte de haute trahison de 1547, donnait du poids au troisième acte de succession. Bon. Pour revenir à nos moutons, on avait assisté à une division religieuse profonde. L'Angleterre est coupée entre protestants et catholiques, rendant toute tension brutale. Le rôle croissant des élites politiques, Northumberland et le conseil privé tentent de manipuler la succession, mais échouent face à la volonté populaire et aristocratique. Si Marie Ier parvint à restaurer le catholicisme, son règne sera marqué par des tensions persistantes, préparant le terrain à un nouveau basculement sous Élisabeth Ier en 1558. Bon, ici encore, on a des ouvrages suggérés et c'est facultatif si vous voulez aller plus loin, généraux sur le règne d'Édouard VI et la crise de 1553. On a également aussi des ouvrages suggérés et spécifiques sur la crise de 1553 et le règne de Marie Ier. Si vous voulez voir la suite. Et en voilà d'autres sur la réaction d'Élisabeth Tudor face à la crise de 1553. Sur ce, moi j'ai terminé. On se voit prochainement pour la séance qui porte sur l'interprétation historiographique du règne d'Édouard VI, sur l'histoire du règne d'Édouard VI. Sur ce, à plus.